Mon fils est devenu millionnaire et m'a dit « Maman n'est pas héritière, elle est un passé inutile ». Il a même ajouté « À partir d'aujourd'hui, tu es ma domestique ». J'ai simplement souri. J'ai appelé une personne et dit seulement 2 mots avant de partir. Mon fils n'a rien compris. Mais 24 heures plus tard, il m'a appelé, désespéré. Tout a changé pour toujours, car il ignorait que... Bonjour à tous, je m'appelle Eliane, j'ai 67 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire la plus douloureuse et la plus libératrice de ma vie. Avant de commencer, si vous aimez les histoires vraies, pleines d'émotions et de rebondissements, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo et dites-moi en commentaire d'où vous nous écoutez. Merci infiniment. Maintenant, installez-vous bien, parce que ce que vous allez entendre va vous surprendre. La pluie tambourinait contre les grandes fenêtres de l'appartement luxueux du 6e arrondissement de Lyon. J'étais debout dans le salon immense, mes mains tremblaient légèrement en tenant une tasse de café tiède. Mes cheveux gris étaient tirés en arrière, noués dans un chignon simple que je portais depuis des années. Je portais ma robe bleu marine, celle que j'avais achetée il y a 10 ans dans une boutique de seconde main. Devant moi, mon fils Théo, 35 ans, costume Armani impeccable, montre Patek Philippe au poignet, me regardait avec un mépris que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux. C'était novembre 2025, un mercredi soir que je n'oublierai jamais. « Maman, soyons clairs », dit-il en ajustant le nœud de sa cravate gris-perle. Sa voix était froide, tranchante comme une lame. « Tu ne comprends rien aux affaires. Tu n'as jamais rien compris. Tu as toujours été limité. » Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. Limité. Mon cœur se serra dans ma poitrine. J'avalais difficilement ma salive. « Théo, je voulais simplement savoir si tout allait bien avec l'entreprise. Si tu avais besoin de quelque chose... » Il me coupa brutalement. « Tout va parfaitement. » Il éleva la voix, ses yeux brillaient d'une arrogance que je ne reconnaissais pas. « Je viens de signer un contrat de 12 millions d'euros, seul. Pendant que toi, qu'as-tu fait dans ta vie? Tu as travaillé dans un bureau médiocre. Tu as élevé un fils. Voilà, ça ne te rend pas spécial. » Mes jambes tremblèrent. Je posai la tasse sur la table basse en marbre blanc pour éviter de la laisser tomber. Dehors, les lumières de Lyon scintillaient sous la pluie battante. « Théo, je suis ta mère. » Il éclata de rire, un rire sec, cruel, qui me transperça. « Ma mère? Tu es le passé? Un passé inutile. Et tu sais ce qu'on fait avec le passé? On le laisse derrière. » Le silence qui suivit fut écrasant. J'entendais le tic-tac de l'horloge ancienne dans le coin du salon, celle qu'il avait achetée pour 200 000 € lors d'une vente aux enchères. Je me souvenais du temps où il me demandait mon avis avant chaque achat. Ce temps était révolu. Théo se dirigea vers la fenêtre, me tournant le dos. Ses épaules étaient tendues sous le tissu luxueux de sa veste. « À partir d'aujourd'hui, tu vas habiter ici. Mais pas en tant que mère, en tant que domestique. » Ma respiration s'arrêta. « Tu vas cuisiner, nettoyer, laver mon linge. Et tu seras payée pour ça. 800 € par mois. Sois reconnaissante. » Quelque chose se brisa en moi à cet instant. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Une clarté froide, cristalline. Je déposai lentement ma tasse. Mes gestes étaient calmes, mesurés. Et je souris. Un sourire que je n'avais pas fait depuis très très longtemps. Théo se retourna brusquement en fronçant les sourcils. « Tu souris? Tu as perdu la tête ?» Je ne répondis pas. Je sortis mon téléphone portable de mon vieux sac en cuir marron usé, celui que je portais depuis 15 ans. Mes doigts composèrent un numéro. Un seul. Quelqu'un décrocha immédiatement de l'autre côté. « Maître Bernard », dis-je d'une voix posée, claire. « Activez tout. » 2 mots. Seulement 2 mots. Je raccrochais. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je pris mon manteau gris pendu sur le dossier d'une chaise. Je marchai lentement vers la porte d'entrée. Mes pas résonnaient sur le parquet en chêne massif. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?»
cria Théo derrière moi, sa voix soudain teintée de confusion et de peur. Je m'arrêtai sur le seuil. Je ne me retournai pas. Tu vas le découvrir dans 24 heures, Théo. Et quand tu le découvriras, tu comprendras qui est vraiment le passé ici. Je fermai la porte derrière moi. Le couloir de l'immeuble sentait le parfum coûteux et l'argent. Je descendis les escaliers lentement, tenant fermement la rampe. Mon cœur battait fort, mais mes mains ne tremblaient plus. Dehors, la pluie glacée me gifla le visage. Je marchais dans les rues mouillées de Lyon, les lumières des vitrines se reflétant dans les flaques. Je ne savais pas exactement ce que je ressentais. De la tristesse? De la colère? Non, c'était autre chose. C'était du pouvoir. Un pouvoir que j'avais gardé silencieux pendant 30 ans. Et maintenant, il était réveillé. 23h47 plus tard, mon téléphone sonna. J'étais assise dans un petit café près de la place Bellecour, celui que je fréquentais depuis des années, avec ses nappes à carreaux rouges et blancs et son odeur de pain frais. Je buvais un chocolat chaud, regardant la pluie couler sur les vitres embuées. Le nom sur l'écran de mon vieux téléphone clignotait « Théo ». Je laissai sonner 3 fois avant de décrocher. « Allô ?» dis-je calmement, prenant une petite gorgée de mon chocolat encore brûlant. De l'autre côté, sa voix était brisée, méconnaissable. « Maman, par pitié, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ?» il criait. Je l'entendais respirer rapidement, comme s'il venait de courir un marathon. Je restai silencieuse quelques secondes, laissant le poids de ses propres mots retomber sur lui. « Théo, respire. Parle lentement, » dis-je avec une douceur qui contrastait avec le chaos que je sentais dans sa voix. « Je ne peux pas respirer, » hurla-t-il. J'entendis des bruits en arrière-plan, des voix, des papiers froissés. Les avocats, ils sont là. Ils disent que l'entreprise, que que je ne suis pas le propriétaire, que c'est toi. Comment est-ce possible? Je fermai les yeux. Les souvenirs revinrent comme une vague. Des images que j'avais enfouies, protégées, gardées secrètes pendant des décennies. « Parce que je l'ai toujours été, Théo, » répondis-je simplement. « C'est de la folie. C'est moi qui ai construit cette entreprise. C'est moi qui ai signé les contrats. C'est moi qui... Tu as construit avec mon argent, le coupai-je. Ma voix restant calme mais ferme comme de l'acier. Avec ma stratégie, avec mes contacts. Tu n'as fait que signer des documents que je mettais devant toi. » Silence. Un silence lourd, épais. J'entendais seulement sa respiration hachée, irrégulière. « Maman, qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix avait changé. Elle était plus petite maintenant, fragile, comme celle d'un enfant perdu. J'ouvris les yeux, regardant la pluie qui tombait toujours dehors. « Je ne sais pas encore, Théo. Je ne sais pas encore. » Et je raccrochais. Ma main tremblait légèrement en reposant le téléphone sur la table. La serveuse du café, une jeune femme aux cheveux bouclés que je connaissais depuis des années, s'approcha. « Madame Eliane, tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Je lui offris un sourire fatigué. « Oui, Chloé, tout va bien. Apportez-moi un autre chocolat chaud, s'il vous plaît. » Elle hocha la tête et s'éloigna. Je restai là, seule, dans ce café chaleureux, tandis que dehors le monde continuait de tourner. Je pensais à Théo, à l'homme qu'il était devenu, à l'enfant qu'il avait été. Je me souvins de lui à 5 ans, courant dans le parc avec un cerf-volant bleu, riant aux éclats. Je me souvins de lui à 15 ans, timide, me demandant conseil pour parler à une fille qu'il aimait. Je me souvins de lui à 25 ans, plein d'ambition, me disant qu'il voulait créer quelque chose de grand, quelque chose qui durerait. Et je l'avais aidé, discrètement, secrètement, parce que je l'aimais, parce qu'il était mon fils. Mais quelque part en chemin, il s'était perdu. L'argent, le succès, le pouvoir l'avaient changé. Il ne me voyait plus, il ne voyait personne, seulement lui-même. Chloé revint avec mon chocolat. « Merci, » murmurai-je. Elle me toucha doucement l'épaule avant de repartir. Je bus lentement, laissant la chaleur du chocolat apaiser le froid qui s'était installé dans ma poitrine. Mon téléphone vibra, un message de Maître Bernard. Tout est en ordre.
Les documents ont été remis. Attendez mes instructions. Je répondis simplement « Merci ». Puis je rangeai mon téléphone. Dehors, la nuit était tombée complètement. Lyon brillait sous la pluie, ses lumières dorées se reflétant sur les pavés mouillés. Je finis mon chocolat, payai et sortis. Le froid me saisit immédiatement, mais je marchai quand même, remontant lentement vers mon petit appartement dans le quartier de la Croix-Rousse. Les rues étaient presque désertes. Seuls quelques passants pressés se croisaient sous leur parapluie. Je montai les escaliers de mon immeuble, tenant fermement la rampe en bois usée. Mon appartement m'accueillit avec son odeur familière de lavande et de vieux livres. 2 pièces modestes, des meubles simples, des murs légèrement décrépits. C'était chez moi depuis 30 ans. Théo m'avait souvent proposé de déménager dans quelque chose de plus grand, de plus moderne. J'avais toujours refusé. Ce lieu contenait mes souvenirs, mon histoire, ma vérité. J'enlevai mon manteau, le suspendis au porte-manteau près de la porte. Je préparai une tisane à la camomille dans ma petite cuisine. Puis, je m'assis dans mon fauteuil près de la fenêtre, regardant la ville en contrebas. Je pensais à ce qui allait venir, aux conversations difficiles, aux révélations, aux choix que j'allais devoir faire. Pardonnerais-je à Théo? Pouvais-je pardonner des mots aussi cruels? Une partie de moi voulait le laisser souffrir, apprendre la dure leçon de l'humilité. Une autre partie, celle de la mère que j'avais toujours été, voulait simplement le serrer dans mes bras et lui dire que tout irait bien. Mais je ne savais pas encore quelle partie gagnerait. Je bus ma tisane lentement, laissant la nuit m'envelopper. Demain serait un autre jour, un jour de vérité, un jour de décision. Je fermai les yeux, respirai profondément, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis en paix, parce que j'avais repris le contrôle de ma vie, de mon histoire, de mon pouvoir. Le lendemain matin, je me réveillai avec le soleil pâle de novembre filtrant à travers mes rideaux usés. Je préparais mon petit déjeuner habituel, du pain grillé, de la confiture de fraises maison et un café noir. Mes gestes étaient lents, méthodiques. Je pris mon temps. Il n'y avait aucune urgence. Après avoir mangé, je me dirigeai vers ma chambre. J'ouvris l'armoire en bois sombre, poussai mes vieux manteaux d'hiver sur le côté. Au fond, encastré dans le mur, se trouvait un coffre-fort gris que personne ne connaissait, pas même Théo. Mes doigts composèrent le code 07091993. Le coffre émit un léger clic. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, 3 objets reposaient dans la pénombre. Une enveloppe Kraft épaisse, une photographie ancienne en noir et blanc et une petite clé dorée avec une étiquette portant l'inscription « Banque Suisse, Genève, compte 4571 ». Je pris d'abord la photographie. Mes mains tremblèrent légèrement. Sur l'image, je me voyais à 28 ans, cheveux noirs tombant sur mes épaules, sourire timide, yeux pleins d'espoir. À côté de moi se tenait un homme en costume gris, regard pénétrant, sourire confiant. Philippe Marchand, le nom que Théo n'avait jamais entendu. Le nom qui avait tout changé. Je passai mes doigts sur la photo, comme si je pouvais toucher ce moment figé dans le temps. « Tu m'as appris que le pouvoir ne se crie pas, Philippe », murmurai-je dans le silence de ma chambre. « Le pouvoir se garde et s'active quand c'est nécessaire. » Je replaçai la photo délicatement. Puis, je saisis l'enveloppe Kraft. Elle était lourde, pleine de documents que j'avais soigneusement conservés pendant des décennies. Je l'ouvris. À l'intérieur, des contrats, des procurations, des relevés bancaires, des actes de fondation. Tout était à mon nom. Tout avait toujours été à mon nom. L'entreprise que Théo croyait avoir construite seule, je l'avais créée. L'argent qu'il pensait avoir gagné, je le lui avais donné. J'avais planté les graines. Il avait simplement récolté. Et maintenant, j'allais récupérer ma récolte. Je remis les documents dans l'enveloppe, refermai le coffre. Je m'habillai avec soin. Une robe grise simple mais élégante, mon manteau noir, mes chaussures confortables. Je pris mon sac, sortis de l'appartement. Les rues de Lyon étaient animées ce matin-là. Les gens se pressaient vers le travail, les cafés ouvraient leurs portes, l'odeur du pain frais emplissait l'air. Je marchais lentement vers le centre-ville, vers la rue de la République.
vers le cabinet d'avocat où tout allait commencer. L'immeuble était imposant, avec sa façade en pierre blanche et ses grandes fenêtres. Je montais les escaliers, chaque marche résonnant sous mes pas. Au 3e étage, je poussai la porte du cabinet Maître Bernard et associé. La secrétaire, une femme d'une 50aine d'années aux lunettes fines, me reconnut immédiatement. « Madame Eliane, il vous attend », dit-elle avec un sourire respectueux. « Merci, Madame Dupuis. » Je traversai le couloir tapissé de boiseries sombres, mes pas étouffés par l'épais tapis bordeaux. J'entrai dans le bureau de Maître Bernard. Il se leva immédiatement, grand, distingué, ses cheveux gris soigneusement peignés, ses lunettes à monture fine posées sur son nez aquilin. « Madame Eliane, » dit-il en me serrant la main fermement, « asseyez-vous, je vous en prie. » Je m'assis dans le fauteuil en cuir face à son imposant bureau en acajou. Des étagères remplies de livres juridiques couvraient les murs. L'odeur du cuir et du papier ancien flottait dans l'air. « Nous avons tout activé, comme vous l'aviez demandé. » commença-t-il en ouvrant un dossier épais. « Votre fils a été notifié. Les comptes bancaires de l'entreprise ont été gelés. Le contrôle légal vous revient entièrement. » Je hochai la tête lentement. « Est-ce qu'il sait... tout ?» demandai-je, ma voix légèrement tremblante. « Pas encore. Mais il va le savoir. Les documents sont en cours de remise à son domicile en ce moment même. » Un silence s'installa. J'entendais le tic-tac de la vieille horloge murale. « Maître, il va me détester, » murmurai-je. Maître Bernard se pencha en avant, croisant ses mains sur le bureau. « Madame Eliane, permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Vous avez sauvé cet homme. Vous l'avez protégé d'un scandale qui aurait détruit sa vie avant même qu'elle ne commence. Vous avez construit un empire pour lui, et il vous a appelé un passé inutile. » Mes yeux se remplirent de larmes, mais je refusais de les laisser couler. « C'est mon fils, » dis-je simplement. « Et vous êtes la femme qui mérite le respect, » répondit-il fermement. Un autre silence, lourd, significatif. Maître Bernard ouvrit un tiroir, en sortit un document scellé avec un ruban rouge. « Voici le testament que vous avez signé en 1998. Vous y laissez tout à Théo, sous une condition. » Je regardais le document, mes mains serrées sur mes genoux. Pause rapide. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous et likez la vidéo. Ça m'aide énormément. Merci, on continue. Quelles conditions ? demandai-je. Qu'il découvre par lui-même qui vous êtes réellement et qu'il le reconnaisse publiquement. Je fermai les yeux. Des souvenirs affluèrent. Philippe, notre amour secret, notre fils. Tout ce que j'avais caché. Il ne découvrira jamais, murmurai-je. Alors, il n'héritera jamais, répondit Maître Bernard doucement. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Théo entra en trombe, le visage blême, en sueur, des papiers froissés dans ses mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» hurla-t-il en jetant les documents sur le bureau. Je ne bougeais pas. Mon cœur battait fort, mais extérieurement, je restais calme. « Assieds-toi, Théo !» dis-je d'une voix que je ne reconnus pas moi-même. Froide, autoritaire. « Je ne vais pas m'asseoir. Réponds, qui es-tu vraiment ?» Il me fixait avec des yeux injectés de sang, des cernes noires sous les paupières. Je me levai lentement, le regardant droit dans les yeux. Et pour la première fois en 30 ans, Théo vit quelqu'un d'autre dans mon regard, quelqu'un qu'il n'avait jamais connu, quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé. Théo resta debout, tremblant, fixant les documents éparpillés sur le bureau en acajou de Maître Bernard. Ses mains serraient convulsivement les bords froissés des papiers. Ses contrats, ses signatures, cet argent, tout est à toi. Sa voix était rauque, brisée. Je restais assise, droite, mes mains posées calmement sur mes genoux. « Oui, » répondis-je simplement. « Mais comment ?» Il frappa du poing sur le bureau, faisant sursauter Maître Bernard. « Tu étais secrétaire. Tu gagnais à peine de quoi vivre. C'est moi qui ai construit cette entreprise du néant. » « Non, » dis-je froidement. Mon regard ne vacilla pas. « Tu l'as construite avec 8 millions d'euros que je t'ai transférés en 2018,
Tu te souviens, cet investisseur anonyme qui croyait en ton projet ?» Le visage de Théo devint blanc comme du marbre. « Non, non, c'était moi, Théo. » Il recula d'un pas, cherchant un appui contre le mur. Ses jambes semblaient ne plus le porter. « Mais d'où vient cet argent ? Tu n'as jamais eu d'argent. » Je me levai lentement. Mes articulations craquèrent légèrement. À 67 ans, mon corps portait les marques du temps, mais mon esprit était plus aiguisé que jamais. Je marchais vers la grande fenêtre du bureau. Lyon s'étendait en contrebas, la Saône serpentant paisiblement entre les immeubles anciens. « Connais-tu le nom de Philippe Marchand ?» demandai-je sans me retourner. J'entendis Théo inspirer brusquement. « Non. Je devrais ?» « Probablement pas. Il est mort en 1996. Mais entre 1987 et 1996, c'était l'un des plus grands investisseurs immobiliers de France. Discret, puissant, invisible aux yeux du grand public. Je me retournai lentement pour faire face à mon fils. Et j'étais son assistante personnelle. Théo cligna des yeux, désorienté. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Il n'avait pas de famille, Théo. Pas d'héritier, pas d'enfant. Seulement une femme en qui il avait une confiance absolue. Le silence devint assourdissant. Je voyais les rouages tourner dans l'esprit de mon fils. Quand Philippe est mort, il m'a tout laissé, 47 millions de francs français, convertis ensuite en euros, investis, multipliés au fil des années. Les jambes de Théo cédèrent. Il tomba lourdement sur une chaise, le visage dans les mains. « Tu es millionnaire ?» chuchota-t-il. « Multimillionnaire », corrigea maître Bernard en ajustant ses lunettes. « Votre mère possède 23 millions d'euros en actifs, des propriétés à Paris, Lyon, Genève, des actions dans des entreprises technologiques et bien sûr, votre entreprise, Théo. » Théo releva la tête, les yeux rougis. « Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit ?» Je m'approchai de lui. Mes pas résonnaient sur le parquet ciré. Je m'agenouillai devant lui, malgré mes genoux douloureux, pour être à la hauteur de ses yeux. Parce que je voulais que tu sois indépendant, que tu construises quelque chose par toi-même, que tu deviennes quelqu'un par ton propre mérite. C'est pour ça que je t'ai donné l'argent anonymement. C'est pour ça que je t'ai guidé sans que tu le saches. Des larmes coulèrent sur ses joues. Alors, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Je posai ma main ridée sur sa joue humide. Non, mon chéri, tout ce que tu possèdes vient de moi. Mais qui tu es? Tu l'as montré hier. Il baissa la tête, submergé par la honte. Maman, je suis désolé, tellement désolé. Je sais. Je me relevai avec difficulté. Maître Bernard m'aida discrètement. Mais les excuses ne suffisent pas, Théo. Il leva vers moi un regard désespéré. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi, je ferai n'importe quoi. Je retournai m'asseoir, croisant les mains sur mes genoux. D'abord, tu vas m'écouter, vraiment m'écouter. Parce qu'il y a des choses que tu dois savoir, des choses sur ton passé, sur Philippe, sur toi. Théo s'essuya les yeux avec sa manche de costume. Je t'écoute, dit-il d'une voix brisée. Je regardai maître Bernard qui hocha la tête solennellement. Puis je pris une profonde inspiration. Théo, Philippe Marchand n'était pas seulement mon employeur, et il n'était pas seulement mon bienfaiteur. Mon fils me fixait intensément. En 1992, Philippe et moi sommes tombés amoureux. C'était interdit, scandaleux même. Il était marié à l'époque, bien que séparé de fait. Moi, j'étais jeune, sans famille, sans attache. Notre relation est restée secrète pendant des années. Les yeux de Théo s'élargirent. En 1993, je suis tombée enceinte. Un sanglot monta dans ma gorge, mais je le réprimais. Philippe était fou de joie. Il voulait divorcer, m'épouser, tout faire dans les règles. Mais son divorce était compliqué, long. Les avocats disaient que ça prendrait des années. Théo était pétrifié. Le 7 septembre 1993, tu es né. Philippe était là. Il t'a tenu dans ses bras. Il a pleuré de bonheur. Il disait que tu étais son héritier, celui qui continuerait son héritage. La voix me manqua un instant. Maître Bernard me tendit un verre d'eau que je bus lentement.
Mais le 12 février 1996, Philippe est mort. Crise cardiaque. Tu n'avais que 2 ans. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. J'ai décidé ce jour-là de garder le secret, de te protéger. Philippe m'avait tout laissé. Mais je ne voulais pas que tu grandisses avec le poids d'être le fils illégitime d'un homme puissant. Je voulais que tu sois simplement Théo, mon fils. Libre. Théo se leva brusquement, renversant presque sa chaise. Tu veux dire que Philippe Marchand était... ton père? Oui. Le monde sembla s'arrêter. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme un tambour. Théo porta la main à sa bouche, chancelant. J'ai un père? J'ai toujours eu un père? Tu as eu un père pendant 2 ans, et ensuite, tu as eu moi. Il s'effondra contre le mur, glissant jusqu'au sol. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Pour te protéger, Théo. Toujours pour te protéger. Le bureau de maître Bernard était plongé dans un silence pesant. Théo resta assis par terre, adossé au mur, les genoux repliés contre sa poitrine, comme un enfant blessé. Je le regardais, le cœur déchiré entre l'amour maternel et la douleur qu'il m'avait infligée. Maître Bernard toussota discrètement. « Madame Eliane, voulez-vous que je vous laisse seule quelques instants ?» demanda-t-il avec délicatesse. « Non, restez s'il vous plaît, » répondis-je. Théo doit entendre le reste, et il vaut mieux qu'un témoin soit présent. Mon fils releva la tête, les yeux gonflés. « Le reste? Il y a encore autre chose ?» « Oui. » Je sortis de mon sac l'enveloppe Kraft que j'avais prise ce matin dans mon coffre. Je la posai sur le bureau devant lui. « Ouvre-la. » Théo se releva péniblement, s'approcha du bureau comme s'il marchait vers l'échafaud. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Il en sortit les documents un par un, des contrats, des actes notariés, des relevés bancaires remontant à des décennies. Tout est là, Théo. La preuve que chaque euro que tu as touché venait de l'héritage de ton père. La preuve que l'entreprise a été créée avec mon argent. La preuve que tu n'as jamais été seul. Il parcourut les papiers, page après page, son visage devenant de plus en plus livide. Ces transferts en 2018, c'était toi? Oui. Ces investissements anonymes en 2020, c'était toi? Oui. Ces contrats signés par un certain Groupe Marchand Investissement. C'est ma société, créée en 1997, 1 an après la mort de Philippe, pour gérer discrètement son héritage et pour te le transmettre le moment venu. Théo laissa tomber les papiers. Ils s'éparpillèrent sur le sol comme des feuilles mortes. J'ai été un imbécile arrogant et cruel. Oui, dis-je sans détour, tu l'as été. Il se tourna vers moi, les yeux brillants de larmes fraîches. Comment peux-tu me pardonner après ce que je t'ai dit? Je me levai, m'approchai de lui lentement. Je ne sais pas encore si je peux. Ce que tu m'as dit hier, m'appeler passé inutile, me réduire au rang de domestique. Ma voix se brisa. Tu as brisé quelque chose en moi, Théo, quelque chose qui ne se répare peut-être pas. Il sanglota ouvertement maintenant, sans retenue, comme il ne l'avait plus fait depuis son enfance. Maman, s'il te plaît, laisse-moi arranger les choses. Comment? Demandai-je sèchement. Comment comptes-tu arranger 35 ans de sacrifice que j'ai fait pour toi? Comment vas-tu effacer ces mots qui résonnent encore dans ma tête? Maître Bernard intervint doucement. Madame Eliane, puis-je suggérer quelque chose? Je me tournai vers lui. Bien sûr. Donnez-lui une chance. Pas de tout récupérer immédiatement, mais une chance de prouver qu'il a changé, qu'il a compris. Je réfléchis longuement. Le tic-tac de l'horloge semblait marteler chaque seconde qui passait. « Très bien, » dis-je finalement. « Théo, voici ce qui va se passer. » Il me regarda avec un espoir désespéré. « Tu vas quitter ton appartement luxueux. Tu vas venir habiter avec moi dans mon petit appartement de la Croix-Rousse, pendant 3 mois. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu vas vivre comme j'ai vécu toute ma vie, avec un budget limité, des courses au marché, des repas simples, des vêtements modestes. »« D'accord, » murmura-t-il. « Pendant ces 3 mois, tu vas travailler, pas dans ton bureau climatisé, dans des endroits où les gens ont vraiment besoin d'aide,
des soupes populaires, des centres d'accueil, des associations caritatives. Oui. Et tu vas écrire. Chaque soir, tu vas écrire ce que tu as ressenti, ce que tu as appris, qui tu as rencontré. Un journal. Je le ferai. Et à la fin de ces 3 mois, si, et seulement si, tu as vraiment changé, nous reparlerons de l'entreprise, de ton avenir, de notre relation. Théo tomba à genoux devant moi. Merci, maman. Merci de me donner cette chance. Je posai ma main sur ses cheveux, comme je le faisais quand il était petit. Ne me remercie pas encore, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Maître Bernard se racla la gorge. Madame Eliane, voulez-vous que je prépare les documents nécessaires pour formaliser cet arrangement? Oui, s'il vous plaît. Je veux que tout soit légal, clair, sans ambiguïté. Très bien, je m'en occupe immédiatement. Théo se releva, s'essuya les yeux. Maman, puis-je te poser une question? Vas-y. Pourquoi Philippe t'a-t-il tout laissé? Il devait avoir des proches, des cousins, quelqu'un? Je souris tristement. Parce qu'il m'aimait, vraiment, et parce qu'il savait que je prendrais soin de toi, de son fils, de son héritage. Tu l'aimais aussi? Plus que tout au monde, jusqu'à ce que tu naisses. Un autre silence, plus doux cette fois. Il te ressemblait, tu sais, dis-je en caressant doucement le visage de Théo. Mêmes yeux, même détermination, même arrogance parfois. Un fantôme de sourire apparut sur ses lèvres. C'était un homme bon? Le meilleur que j'ai jamais connu. Il avait ses défauts, bien sûr. Mais il était généreux, intelligent, visionnaire, et il t'aurait adoré. J'aurais aimé le connaître. Moi aussi, j'aurais aimé que tu le connaisses. Mais la vie en a décidé autrement. Nous restâmes là quelques instants, dans ce bureau silencieux, relié par des années de secrets et de non-dits qui se dévoilaient enfin. Maître Bernard revint avec des documents fraîchement imprimés. Voici le contrat temporaire. Théo cède la gestion totale de l'entreprise à Madame Eliane pour 3 mois. Durant cette période, il recevra un salaire mensuel de 1 200 €. Théo prit le stylo sans hésiter. « Où dois-je signer ?» Je posai ma main sur la sienne. « Es-tu certain? Une fois signé, il n'y a pas de retour en arrière. » Il me regarda droit dans les yeux. « J'en suis certain. » 3 jours plus tard, Théo sonna à la porte de mon appartement. Il portait un jean ordinaire, un pull simple, un sac à dos sur l'épaule. Plus de costume Armani, plus de montre luxueuse. Je lui ouvris, observant son visage marqué par la fatigue et l'humilité naissante. « Entre », dis-je simplement. Il pénétra dans le petit appartement, regardant autour de lui comme s'il le découvrait pour la première fois. Pourtant, il était venu ici des dizaines de fois durant son enfance et son adolescence. Mais il ne l'avait jamais vraiment vu. « C'est plus petit que dans mes souvenirs », murmura-t-il. « Ou peut-être que tu as grandi », répondis-je en fermant la porte. « Ta chambre est là. » Je lui montrai la petite pièce qui servait autrefois de bureau. J'y avais installé un lit simple, une commode, une lampe. « Merci, maman. » Il déposa son sac, s'assit sur le lit qui grinça légèrement sous son poids. Je m'appuyai contre le chambranle de la porte. « Demain matin, 6 heures. Nous allons au marché. »« D'accord. Ensuite, tu commenceras ta première journée à la soupe populaire de Saint-Jean. Madame Rousseau t'attend. » Il hocha la tête, les yeux baissés. « Théo, regarde-moi. » Il leva les yeux. « Ces 3 mois ne seront pas faciles. Tu vas découvrir comment vivent les gens que tu ne voyais même pas quand tu marchais dans la rue. Tu vas comprendre ce que signifie vraiment travailler. »« Je sais. »« Non, tu ne sais pas. Mais tu vas apprendre. » Cette nuit-là, j'entendis Théo se retourner sans cesse dans son lit. Le matelas était bien différent de celui en mousse à mémoire de forme de son appartement luxueux. À 6 heures précises, je frappai à sa porte. Debout. Il émergea quelques minutes plus tard, les cheveux en bataille, les yeux cernés. Nous prîmes le tramway pour descendre vers le marché de la Croix-Rousse. Théo regardait par la fenêtre silencieux, observant Lyon s'éveiller sous le ciel gris de novembre. Au marché,
Je lui appris à choisir les légumes les moins chers mais encore bons, à négocier avec les commerçants, à calculer au centime près pour respecter notre budget hebdomadaire de 50 €. 50 € pour une semaine ? Demanda-t-il, incrédule. Pour 2 personnes ? Bienvenue dans ma vie, Théo. Nous rentrâmes les bras chargés de sacs. Il souffla en montant les 5 étages sans ascenseur. Tu fais ça toutes les semaines ? Depuis 30 ans. Il ne dit plus rien. Après le petit déjeuner, nous marchâmes jusqu'à la soupe populaire. C'était un bâtiment ancien près du quartier Saint-Jean, avec des murs défraîchis, mais une atmosphère chaleureuse. Madame Rousseau, une femme robuste d'une 60aine d'années aux cheveux poivre et sel, nous accueillit. « Alors c'est lui, votre fils ?» dit-elle en toisant Théo. « Oui, répondis-je. Il a besoin d'apprendre. Il va apprendre, croyez-moi. Allez, mon garçon, mettez un tablier et venez en cuisine. » Théo me lança un regard légèrement paniqué. Je hochai la tête pour l'encourager. Il suivit Madame Rousseau. Je restai quelques instants, observant à travers la porte vitrée. Théo épluchait des pommes de terre aux côtés de bénévoles. Certains étaient d'anciens sans-abri qui avaient trouvé leur place ici. Il était maladroit, lent, mais il essayait. Je partis, le laissant découvrir ce nouveau monde. Le soir, il rentra épuisé, les mains rougies par l'eau froide et les corvées. « Alors ?» demandai-je en préparant le dîner. C'était difficile. Il s'assit lourdement à la petite table de cuisine. Madame Rousseau ne fait pas de cadeaux. Elle n'est pas là pour ça. J'ai rencontré un homme, Michel. Il a 52 ans. Il a perdu son travail il y a 3 ans. Sa femme l'a quitté. Il vit dans sa voiture. Je posai une assiette de soupe devant lui. Et il souriait, maman. Malgré tout, il souriait. Peut-être parce qu'il a compris quelque chose que tu découvres à peine. Quoi ? Que la richesse ne se mesure pas en euros ? Théo mangea sa soupe en silence. Après le dîner, il s'installa à la petite table près de la fenêtre avec le cahier que je lui avais donné. « Qu'est-ce que je dois écrire ?» demanda-t-il. « Ce que tu ressens, ce que tu as appris aujourd'hui, ce qui t'a marqué. » Il prit le stylo, hésita, puis commença à écrire. Je le regardais depuis le canapé où je lisais. Son écriture était hésitante au début, puis devint plus fluide. Les jours suivants s'enchaînèrent dans une routine que Théo n'avait jamais connue. Réveil à 6 heures, marché aux courses, travail à la soupe populaire, puis dans un centre d'accueil pour réfugiés, puis dans une association d'aide aux personnes âgées. Chaque soir, il écrivait. Je lisais parfois par-dessus son épaule quand il laissait le cahier ouvert. Aujourd'hui, j'ai aidé Madame Lefebvre à porter ses courses jusqu'au 4e étage. Elle a 86 ans. Elle m'a offert un café. Elle m'a parlé de son mari mort à la guerre. Elle était heureuse d'avoir de la compagnie. J'ai réalisé que je ne me suis jamais arrêtée pour parler vraiment à quelqu'un depuis des années. Un soir, après 3 semaines, Théo posa son stylo et se tourna vers moi. « Maman, puis-je te poser une question ?»« Oui. »« Pourquoi as-tu vécu comme ça toutes ces années ? Tu avais des millions. Tu aurais pu vivre dans le luxe. » Je refermai mon livre, réfléchis longuement avant de répondre. Parce que l'argent de Philippe était sacré pour moi. C'était pour toi, pour ton avenir. Pas pour que je me pavane dans des restaurants chics ou que j'achète des voitures de sport. Mais tu aurais pu au moins vivre confortablement. J'étais confortable. J'avais un toit, de la nourriture, des livres. De quoi d'autre avais-je besoin ? Il baissa les yeux. Tu as sacrifié ta vie pour moi. Non, j'ai choisi ma vie. Il y a une différence. Je ne sais pas si j'aurais pu faire la même chose. C'est pour ça que tu es là, Théo, pour apprendre ce que signifie vraiment le sacrifice, le choix, la responsabilité. Les semaines passèrent. Je voyais les changements en lui. Ses mains, autrefois douces et soignées, étaient maintenant calleuses. Son visage avait perdu cette arrogance qui le rendait dur. Ses yeux regardaient vraiment les gens maintenant, les voyaient. Un matin, au marché, il donna nos derniers euros à une femme qui mendiait avec son enfant. « Théo, c'était notre argent pour les légumes, » dis-je doucement. « Je sais, mais elle en a plus besoin que nous. On peut manger des pâtes ce soir. » Je souris. Pour la première fois depuis longtemps, je reconnus mon fils, le petit garçon généreux qu'il avait été.
avant que l'argent et le pouvoir ne le transforment. Le 75e jour arriva plus vite que je ne l'aurais cru. C'était un samedi matin de février 2025, froid et lumineux. Théo était debout avant moi, préparant le café dans la petite cuisine. Je le trouvais assis à la table, son cahier ouvert devant lui, relisant ce qu'il avait écrit pendant ces 3 mois. « Bonjour maman », dit-il en me voyant. Sa voix était différente, plus douce, plus humble. « Bonjour ». Je m'assis en face de lui. Il me tendit une tasse de café fumant. « J'ai relu tout mon journal cette nuit », commença-t-il. Je ne dormais pas. Je pensais à tout ce qui s'est passé. Et je réalise à quel point j'étais aveugle, arrogant, perdu. Il passa sa main dans ses cheveux, devenus plus longs, moins soignés. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le premier jour? Que je ne savais pas ce qui m'attendait? » ?»« Oui. Tu avais raison. Je ne savais pas. Je ne savais rien. » Il tourna les pages de son cahier, s'arrêtant sur certains passages. « Michel, l'homme qui vit dans sa voiture. Il m'a appris à rire de mes propres erreurs. Madame Lefebvre m'a appris que la solitude est la pire des pauvretés. Les enfants du centre de réfugiés m'ont appris que l'espoir peut survivre même dans les pires conditions. » Des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Et toi, maman, tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer quelqu'un. » Je sentis ma gorge se serrer. « Théo, non, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il prit une profonde inspiration. « Pendant 35 ans, tu as mis ta vie en suspens pour moi. Tu as gardé des secrets pour me protéger. Tu as vécu modestement pour que je puisse avoir un avenir. Et comment t'ai-je remercié? En te traitant de passé inutile, en voulant faire de toi une domestique. » Il se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. J'avais tout, maman, absolument tout, et je ne voyais rien. Je me levai aussi, m'approchai de lui. « Mais maintenant tu vois, dis-je doucement. Maintenant tu vois, et c'est ce qui compte. » Il se tourna vers moi, son visage ravagé par l'émotion. « Est-ce que tu peux me pardonner? Vraiment ?» Je le regardai longuement. Cet homme de 35 ans qui était redevenu, d'une certaine façon, mon petit garçon. « Oui, » dis-je finalement. « Je te pardonne. » Il s'effondra dans mes bras, sanglotant comme il ne l'avait plus fait depuis des années. Je le tins contre moi, caressant ses cheveux, murmurant des mots apaisants comme quand il était enfant. « Je suis désolée, maman, tellement désolée. Je sais, mon chéri, je sais. » Nous restâmes ainsi longtemps, dans ce petit appartement baigné de lumière matinale. Quand il se calma enfin, je lui dis « Viens, il faut qu'on parle de ton avenir. » Nous nous assîmes sur le vieux canapé. « Théo, les 3 mois sont écoulés. Tu as tenu ta promesse. Tu as travaillé, tu as appris, tu as changé. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est à toi de me le dire. Qu'est-ce que tu veux? » Il réfléchit longuement. « Honnêtement, je ne veux plus de l'entreprise telle qu'elle était. » Je fus surprise. « Pourquoi? » Parce qu'elle représente tout ce que je déteste maintenant. L'avidité, l'égoïsme, la course au profit sans se soucier des autres. Que veux-tu alors? Je veux la transformer, en faire quelque chose qui aide vraiment les gens, qui a du sens. Un sourire apparut sur mes lèvres. Ton père aurait dit exactement la même chose. Vraiment. Philippe a toujours cru que l'argent était un outil, pas un but. Il investissait dans des projets qui amélioraient la vie des gens, logements sociaux, formation professionnelle, aide aux entrepreneurs en difficulté. Théo s'anima. C'est exactement ce que je veux faire. Alors faisons-le, ensemble. Tu veux dire, tu me rendrais l'entreprise? Non, je veux dire que nous allons la diriger ensemble, toi et moi, comme associés égaux. Il me regarda, incrédule. Après ce que je t'ai fait? Après ce que tu es devenu? Je pris ses mains dans les miennes. Théo, ces 3 mois m'ont montré que tu as compris, que tu as vraiment changé. Mais je ne veux plus être dans l'ombre, je veux être reconnu, pour ce que j'ai fait, pour ce que je suis. Je veux ça aussi, maman. Je veux que le monde entier sache qui tu es. Alors voilà ce que je propose. Nous renommons l'entreprise. Elle s'appellera Marchand et Fils.
en l'honneur de ton père et de toi. »« Non !» dit-il fermement. Je fus surprise. « Non ? Elle doit s'appeler Marchand Eliane, ou Eliane Marchand. Ton nom doit être là. Pas le mien. Pas encore. Je dois encore le mériter. » Mon cœur se gonfla de fierté. « D'accord, Marchand Eliane Solutions, ça te convient ? C'est parfait. » Nous restâmes silencieux un moment, savourant ce nouveau départ. « Maman, puis-je te demander quelque chose d'autre ? » ?»« Bien sûr. Parle-moi de Philippe, vraiment, pas juste les faits. Parle-moi de l'homme qu'il était. » Je souris, les yeux embués. Il était grand, élégant, avec une voix grave qui inspirait confiance. Il adorait les livres anciens et la musique classique. Il détestait l'injustice sous toutes ses formes. « Comment vous êtes-vous rencontrés ? » J'avais 26 ans. Je venais d'être embauché comme secrétaire dans son entreprise. Le premier jour, j'ai renversé du café sur ses documents importants. Théo rit, et il ne t'a pas renvoyé. Au contraire, il a ri. Il a dit que c'était le meilleur café qu'il avait eu depuis longtemps. Nous rîmes ensemble. Il t'a aimé dès le premier jour ? Non, ça a pris du temps, 6 mois. Puis un jour, il m'a invité à dîner. Et tu as accepté ? Pas tout de suite, j'ai refusé 3 fois. Mais il était persistant. Comme moi quand je veux quelque chose. Exactement comme toi. Je lui racontais tout. Notre premier baiser sous la pluie, nos rendez-vous secrets, sa demande en mariage, ma grossesse, son bonheur indescriptible quand je lui ai annoncé, sa présence à ta naissance, ses projets pour notre avenir. Il voulait t'emmener voir la mer pour ton 3e anniversaire, dis-je doucement. Il avait loué une maison en Bretagne, mais il est mort 2 semaines avant. Je suis désolée de ne pas l'avoir connu. Moi aussi, mais tu le connais d'une certaine façon. Tu as ses yeux, son intelligence, sa détermination. Et maintenant, tu commences à avoir son cœur. Théo essuya ses larmes. Je vais le rendre fier, je te le promets. Tu l'as déjà fait. 6 mois passèrent comme un souffle. C'était maintenant le mois d'août 2025. Lyon baignait sous un soleil éclatant. Je me tenais devant le nouveau siège de l'entreprise, un bâtiment rénové dans le quartier de la Confluence. Sur la façade, une plaque en bronze brillait sous la lumière, « Marchand Eliane Solutions », fondée en mémoire de Philippe Marchand, 1945-1996, construite avec respect, dirigée avec honneur. Mon cœur se serra d'émotion. Théo apparut à mes côtés, costume sobre mais élégant, cheveux courts et soignés, mais son regard avait gardé cette douceur nouvelle qu'il avait acquise durant ces mois de transformation. « Prête, maman ?» demanda-t-il en me tendant son bras. « Prête ?» répondis-je, en glissant ma main sous son coude. Nous entrâmes ensemble dans le hall. L'endroit avait été transformé. Plus de marbre froid et de lustres ostentatoires. À la place, des murs en bois chaleureux, des plantes vertes partout, des espaces ouverts et lumineux. Les employés nous saluèrent avec des sourires sincères. « Bonjour, Madame Eliane. Bonjour, Théo. » Ils nous appelaient par nos prénoms maintenant. Plus de « Monsieur le directeur » distant. Nous montâmes au dernier étage où se trouvait notre bureau partagé. Oui, partagé. Théo avait insisté. Nous dirigeons ensemble, nous travaillons ensemble, avait-il dit. Le bureau était simple, fonctionnel, avec 2 bureaux face à face, près d'une grande baie vitrée donnant sur la Saône. Sur le mur, une photographie agrandie. Philippe Marchand, souriant, tenant un bébé dans ses bras. Théo. Je la regarde chaque matin, dit Théo doucement, pour me rappeler d'où je viens. Et où tu vas ? Ajoutai-je. Nous nous assîmes. Théo ouvrit son ordinateur portable. Maman, j'ai reçu les derniers rapports. Le Fonds social a aidé 650 femmes cette année. Formation professionnelle, création d'entreprises, soutien financier. Mon cœur se gonfla de fierté. Et le projet de logements sociaux ? Les travaux commencent le mois prochain. 50 appartements pour des familles en difficulté. Loyer accessible. Accompagnement social inclus. Ton père aurait été tellement fier. J'espère que je le rends fier. Tous les jours, j'essaie. On frappa à la porte. Maître Bernard entra, souriant, une enveloppe à la main. « Bonjour, Madame Eliane. Bonjour, Théo.
Maître Bernard, quelle bonne surprise, dis-je en me levant pour l'embrasser. J'ai quelque chose pour vous. Il déposa l'enveloppe sur mon bureau. Qu'est-ce que c'est? Demanda Théo. Ouvrez. Je décachetai l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, un document officiel. Je le lus, les larmes montant immédiatement à mes yeux. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Demanda Théo, inquiet. C'est la reconnaissance officielle de paternité de Philippe. Posthume. Ma voix tremblait. Grâce au test ADN que vous avez accepté de faire, Théo, et aux documents que j'ai fournis, l'État français reconnaît officiellement que Philippe Marchand est votre père. Théo resta silencieux, bouche ouverte. Ça signifie que légalement, officiellement, vous êtes Théo Marchand, fils de Philippe Marchand et d'Éliane. Des larmes coulèrent sur les joues de mon fils. Je porte son nom maintenant? Si vous le souhaitez, dit Maître Bernard. Vous pouvez garder votre nom actuel ou adopter officiellement Marchand. Théo me regarda. Qu'en penses-tu, maman? Je pense que c'est ton choix, et quel que soit ton choix, je le respecterai. Il réfléchit longuement, regardant la photo de Philippe sur le mur. Je veux porter son nom. Je veux être Théo Marchand, pour honorer l'homme qu'il était, pour continuer ce qu'il a commencé. Maître Bernard sourit. Alors je vais préparer les documents. Dans 1 mois, ce sera officiel. Après son départ, Théo et moi restâmes seuls dans le bureau silencieux. Maman, puis-je te dire quelque chose? Toujours. Ces 6 derniers mois ont été les plus difficiles et les plus beaux de ma vie. Pourquoi? Difficile parce que j'ai dû affronter qui j'étais vraiment. Un homme arrogant, cruel, aveugle. Beau parce que j'ai découvert qui je pouvais devenir, grâce à toi. Il prit mes mains dans les siennes. Tu aurais pu me détruire, tu aurais pu tout me prendre et ne rien me rendre. Tu en avais le droit, tu en avais le pouvoir. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que tu es mon fils, et qu'une mère n'abandonne jamais son enfant, même quand il se perd. Je ne me perdrai plus jamais, maman, je te le promets. Je sais. Nous regardâmes Lyon s'étendre devant nous, la ville où tout avait commencé, où Philippe m'avait aimé, où Théo était né, où nous avions reconstruit notre relation. Maman, j'ai une dernière question. Oui? Est-ce que tu regrettes ta vie modeste, tes sacrifices, tout ce que tu as caché? Je réfléchis longuement avant de répondre. Non, je ne regrette rien, parce que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Pour Philippe, pour toi, pour nous. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Non, je suis simplement une mère. Nous restâmes là, dans ce bureau baigné de lumière dorée, tandis que Lyon vivait en contrebas. Plus tard dans l'après-midi, nous visitâmes ensemble les différents projets de l'entreprise. Le centre de formation professionnelle pour femmes, le refuge pour sans-abri, les logements sociaux en construction. Partout, nous fûmes accueillis avec chaleur et gratitude. « Vous avez changé nos vies », dit une jeune femme qui venait de créer sa propre entreprise grâce à notre aide. « Non », répondit Théo. « C'est vous qui avez changé la vôtre. Nous vous avons juste donné les outils. » En rentrant le soir, nous marchâmes le long de la Saône. Le soleil se couchait, peignant le ciel de rose et d'or. « Théo, tu sais ce que je réalise ?»« Quoi, maman ?»« Que la vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires. Elle est dans les moments comme celui-ci. Toi et moi, marchant ensemble, en paix. » Tu as raison. Philippe me disait souvent, le pouvoir sans compassion est tyrannie, la compassion sans limite est faiblesse. Le secret est de trouver l'équilibre. Tu as trouvé cet équilibre. Nous l'avons trouvé, ensemble. Nous rentrâmes dans mon petit appartement de la Croix-Rousse que je n'avais jamais quitté. Théo avait emménagé dans un appartement simple à 2 rues de là. Plus de luxe inutile, plus d'ostentation, juste ce dont il avait besoin. Ce soir-là, je préparais notre plat préféré, un bœuf bourguignon comme je le faisais quand il était enfant. Nous mangeâmes en parlant de tout et de rien, de ses projets, de mes souvenirs, de l'avenir. Avant de partir, Théo me serra longuement dans ses bras.
Merci maman, pour tout, pour m'avoir donné une seconde chance. Tu es mon fils, tu auras toujours une seconde chance, et une troisième, et autant qu'il faudra. Il partit dans la nuit douce d'août. Je restai à la fenêtre, le regardant s'éloigner dans la rue éclairée par les lampadaires. Mon téléphone vibra, un message de lui. « Je t'aime, maman, plus que tout au monde. » Je souris, les larmes aux yeux, et répondis « Moi aussi, mon chéri, pour toujours. » Je m'assis dans mon vieux fauteuil, regardant les lumières de Lyon scintiller dans la nuit. Je pensais à Philippe, à notre amour, à notre fils. Je pensais au chemin parcouru, aux secrets gardés, aux sacrifices consentis, aux tempêtes traversées. Et je réalisais que j'avais réussi. Non pas à construire un empire financier, mais à construire quelque chose de bien plus précieux. Une famille, un héritage, une histoire d'amour qui traversait les générations. Dehors, Lyon respirait. Et moi, Eliane, 67 ans, je respirais aussi. Libre, en paix, fière. Parce que le passé qu'on m'avait appelé inutile avait construit un avenir magnifique.